Salam alaikum. Alors la dernière vidéo de la playlist transmission de l'information, je l'ai consacrée aux modulations analogiques classiques, modulation AM, modulation d'amplitude, et la modulation FM, modulation de fréquence. Elles sont toujours en usage, quoique la plupart des modems sont numériques. En transmission radio-fréquence, on utilise encore les modulations analogiques AM et FM. Quel est d'abord le concept de modulation? On souhaite envoyer quelque part un signal de basse fréquence, c'est-à-dire dont le spectre est concentré autour de 0. On suppose qu'il a une fréquence maximale Fmax. Bon, quels sont les problèmes ou les motivations de la modulation? On souhaite transmettre à grande distance, donc on craint les bruits et les interférences avec d'autres signaux transmis dans le même canal. D'autre part, la fréquence Fmax étant très basse, on sait que pour le récepteur, l'antenne qui doit être accordée au spectre de l'émetteur possède des dimensions inversement proportionnelles à Fmax. Donc si Fmax est faible, l'antenne de réception va avoir des dimensions énormes. Une autre motivation qui nous pousse à faire de la modulation, c'est l'organisation des canaux de transmission autour de porteuses. Donc on est amené à fabriquer un signal haute fréquence YT qui possède un spectre copié à partir du signal basse fréquence, donc une réplique, mais autour d'une fréquence HF F0, dite porteuse. Alors, on doit disposer d'un oscillateur au niveau de l'émetteur, de porteuse F0, avec F0 très supérieur à Fmax. Et on injecte donc la porteuse et le signal BF dans le modulateur qui va fabriquer YT, qui sera transmis dans le canal. Alors, le modulateur de base, examinons donc un simple multiplicateur, xt multiplié par cosinus de pi f0t. La porteuse, ça nous donne yt égale x fois cosinus de pi f0t. Et voyons si le spectre de y est une réplique hf de spectre de x. On suppose que grand xf, le spectre de xt a cette forme. Alors, si on décompose cosinus de pi f0t sous la forme e j de pi f0t plus e moins j de pi f0t sur 2, donc on obtient yt qui a cette forme. En prenant la transformée de Fourier et tenant compte des propriétés de transformation de Fourier, la transformée de x exponentielle j de pi f0t, c'est une translation de grand X, donc f moins f0. Transformée de Fourier de xt exponentielle moins j de pi f0t, c'est grand X, f plus f0. Finalement, yf, c'est la moitié de la somme. Donc si on trace, on obtient ce spectre. Donc on a deux répliques. Une réplique pour les fréquences positives, une réplique pour les fréquences négatives du spectre BF. Donc autour de F0.
Cette représentation de YF est une représentation bilatérale. On peut représenter le spectre YF sous forme monolatérale, c'est-à-dire uniquement pour les fréquences positives. Et dans ce cas, on doit multiplier par 2 pour tenir compte de l'énergie des fréquences négatives. Donc, on représente grand YF dans le cas monolatéral en écrivant uniquement grand XF moins F0 au lieu de diviser par 2. Alors, commençons par le modulateur d'amplitude AM-DSB. Amplitude Modulation Double Side Band, c'est-à-dire modulateur d'amplitude analogique à bande latérale double. Donc le multiplicateur sert à normaliser l'amplitude de XT. Donc le signal BF est divisé par le max du module de XT pour fabriquer un nouveau signal U de T dont l'amplitude est comprise entre -1 et 1. Donc module de UT est toujours inférieur ou égal à 1. Après, on amplifie U de T par ce qu'on appelle l'indice de modulation, donc petit m, un nombre positif, et puis on rajoute une constante, une tension égale à 1, donc 1 plus MUT est une tension qui est linéaire en fonction de X, le signal BF à émettre. Donc après, on multiplie 1 plus MUT par la porteuse à cause de pi FPT qui a une amplitude égale à 1. Alors, le signal proprement dit AM-DSB est YT égale à 1 plus MU cos de pi FPT. Donc on peut réécrire sous la forme YT égale grand A de T cos de pi FPT pour mettre l'accent sur l'amplitude variable A de T. Donc le signal YT est un signal sinusoïdal mais avec une amplitude variable en fonction du temps. Et l'information à émettre, qui est XT, est confinée dans grand A de T. C'est pour ça qu'on dit que c'est une modulation d'amplitude. L'information est contenue dans l'amplitude. Alors examinons le spectre du signal AM-DSB en partant de cette forme de grand XF. Donc on a cette forme de grand YF, représentation monolatérale. Donc là, on remarque la présence de la porteuse, le pic de Dirac à la fréquence FP, d'amplitude A. C'est normal parce que YT égale A cos de pi FPT plus A fois M U de T cos de pi FPT. Donc la transformée de Fourier de A cos de pi FPT nous donne un pic de Dirac à la fréquence FP. Donc ici, on distingue deux bandes, la bande latérale inférieure à gauche de FP et la bande latérale supérieure à droite de FP. C'est pour ça qu'on dit double sideband. Donc ce modulateur, il transmet aussi la porteuse à la fréquence FP en plus du spectre BF.
Alors supposons que xt égale sinus de pi f0t. À partir du moment que tout signal à émettre est décomposable en série de Fourier ou décomposable sous forme d'intégrale de Fourier, donc sous forme de sinusoïde, on peut étudier le cas x égale une sinusoïde et après généraliser, puisque c'est une sommation linéaire au cas x quelconque. Donc xt égale sinus de pi f0t, on obtient yt égale a1 plus m sinus de pi f0t cos de pi fpt. Alors, supposons que petit m, l'indice de modulation, est strictement inférieur à 1. Donc ça signifie que l'amplitude variable du signal modulé at égale a1 plus m sinus est toujours strictement positive. En effet, puisque sinus de pi f0t varie entre moins 1 et 1, donc m sinus varie entre moins m et plus m. Et donc a de t varie entre a1 moins m et a1 plus m qui est toujours positif. Et on a donc cette forme de yt. Donc c'est une ondulation dont l'enveloppe est grand A de t. Donc c'est une sinusoïde d'amplitude variable grand A de t. Le spectre dans ce cas, donc on a la porteuse fp d'amplitude ou de poids A et les fréquences fp plus f0 et fp moins f0 de poids petit ma sur 2. Supposons maintenant que l'indice de modulation est strictement supérieur à 1. Donc A de t change de signe parce que m sinus peut dépasser 1 négativement et donc A de t change de signe en fonction du temps. Et la forme de yt est celle-ci. Donc on peut, à partir de la forme de yt sur un oscilloscope, deviner si l'indice de modulation est inférieur ou supérieur à 1. Les démodulateurs AM-DSB. Maintenant que le signal est émis, au niveau du récepteur, comment va-t-il extraire l'amplitude grand A de t? Alors, en supposant que M est quelconque, il y a un démodulateur qu'on appelle démodulateur synchrone ou démodulateur cohérent qui dispose de la porteuse Fp. Donc l'oscillateur de l'émetteur et l'oscillateur du récepteur sont synchrones. Bien sûr, il y a un déphasage phi qui doit être constant entre les deux oscillateurs à l'émission et à la réception. Donc à l'entrée du récepteur, on reçoit yt, on le multiplie par porteuse déphasée. Donc si on regarde le calcul, yt cos de pi fpt plus phi égale at sur 2 cos phi, plus at cos de 4 pi fpt plus phi. Donc on voit qu'il y a une sinusoïde de fréquence 2 fois la porteuse, et il y a un terme constant, cos phi sur 2 fois le terme variable, grand A de t, qu'on souhaite extraire. Donc l'information qui nous intéresse est contenue dans le terme at sur 2 cos phi. Donc il suffit de introduire un passe-bas avec une fréquence de coupure strictement inférieure à 2fp pour éliminer le terme at cos 4 pi fpt plus phi. Donc on obtient at cos phi sur 2. Comme at est linéairement lié à x, on peut en extraire u de t, qui
égale à xt sur max de module de x. Donc voilà le démodulateur cohérent. Donc il est valable quel que soit l'indice de modulation petit m. Bien sûr, il faut noter que la phase phi doit vérifier cos phi non nulle. Donc phi ne doit pas être égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Détecteur d'enveloppe. Donc deuxième exemple de démodulateur AMDSB, le détecteur d'enveloppe ou de crête qui fonctionne lorsque petit m est strictement inférieur à 1. Donc lorsque l'indice de modulation est inférieur à 1. Donc c'est un simple circuit diode condensateur résistance. Donc on attaque à la réception donc ce détecteur d'enveloppe par YT et on obtient à la sortie l'enveloppe ou l'amplitude variable AT. En effet, regardons quand la diode est passante, le condensateur est chargé par YT à travers R, donc avec une constante de charge taux égale RC. Et lorsque la diode est bloquée, le condensateur se décharge dans la résistance R avec la même constante de temps RC. Alors, quelle est la tension au bord de la diode? C'est justement YT moins grand A de T. Donc, lorsque YT est supérieur à grand A de T, la diode est passante. Donc, la courbe en bleu, on voit que le condensateur se charge. Lorsque YT est strictement inférieur à grand A de T, le condensateur se décharge dans la résistance. Donc la courbe en bleu correspond à grand A de T. Donc entre ces deux phases dépassantes débloquées, la sortie du détecteur suit les crêtes ou l'enveloppe du signal YT. Alors comment choisir les composants RC? Donc ce choix dépend du temps de charge-décharge RC. Donc taux égale RC. Donc il faut trouver le compromis entre deux événements. Lorsque la diode est passante, il faut que le condensateur se charge rapidement. Donc RC, bref. Lorsque la diode est bloquée, il ne faut pas que le condensateur se décharge rapidement dans R. Il faut qu'il reste au niveau de l'enveloppe. Donc RC doit être élevé. Alors comment trouver le compromis entre ces deux situations? Après un calcul un peu tordu, qu'on peut trouver dans le livre de Jacques Hervé, Transmission de l'information, donc calcul détaillé, le choix de RC est dicté par 1 sur 2 pi RC, strictement inférieur à la porteuse, et strictement supérieur à m sur racine de 1 moins m carré, f max. Voilà, donc ça, c'est la condition pour que le détecteur suive la crête ou l'enveloppe du signal modulé YT. Passons maintenant au modulateur FM, Frequency Modulation. Alors, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Donc, on suppose que le signal à émettre est une sinusoïde d'amplitude M, l'indice de modulation, et que l'oscillateur local
où la porteuse est cos de pi fpt. Alors on attaque un modulateur FM. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique un signal dont la fréquence dépend de x. Donc l'information, c'est-à-dire x, est contenue dans la phase ou la fréquence du signal modulé. C'est pour ça qu'on l'appelle modulation de fréquence. Donc YT, le signal FM, possède une amplitude constante, grand A, mais il possède une phase variable dépendant de x. Et sa forme est la suivante. Donc l'amplitude est constante, mais la fréquence est variable. Alors, un peu de vocabulaire. YT égale A cos de pi fpt plus M sinus de pi f0t. On appelle phase instantanée phi de t de pi fpt plus M sinus de pi f0t. La fréquence instantanée, par définition, c'est 1 sur 2 pi, la dérivée de la phase. Donc lorsqu'on dérive et on divise par 2 pi, on trouve ft égale fp, la porteuse, plus m f0 cos de pi f0t. Donc c'est une fréquence elle-même sinusoïdale. La fréquence ft est comprise entre fp moins mf0, lorsque le cosinus est égal à moins 1, inférieur ou égal à fp plus mf0, lorsque le cosinus est égal à plus 1. Donc c'est une fréquence sinusoïdale, elle-même de fréquence f0. On appelle excursion de fréquence, c'est-à-dire la plage droite-gauche autour de fp, delta f égale mf0. Donc c'est l'excursion de fréquence. Plus l'indice de modulation est élevé, plus cette plage, cette excursion est élevée. Quel est le spectre du signal FM, ou la bande occupée par le signal FM? Donc examinons l'expression de YT et essayons de voir. Alors YT, elle a cette forme, on va la décomposer. On va décomposer le cosinus. Donc ça donne YT égale A cos oméga PT. Donc on utilise la pulsation pour simplifier l'écriture. A cos oméga P cos M sinus oméga 0T plus moins A sinus oméga PT sinus M sinus oméga 0T. Le cosinus M sinus oméga 0T est un signal périodique, donc on peut le décomposer en série de Fourier. Et comme en plus c'est un signal périodique pair, donc son expression contient que les coefficients de Fourier A, indice n, donc la partie paire, donc c'est A0 sur 2 plus somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de AN cos n oméga 0t. De même, sinus M sinus oméga 0t en vert est un signal périodique impair, donc on le décompose en série de Fourier. C'est somme de n égale à 1 à l'infini de Bn sinus n oméga 0t. Bien sûr, avec les expressions de A, n et Bn que vous connaissez, ce sont des intégrales sur une période 1 sur f0. Alors, on réécrit YT, donc c'est A cos oméga p à 0 sur 2, plus somme de AN cos oméga p cos n oméga 0, moins somme de Bn sinus oméga p sinus n oméga 0. Le produit des cosinus et le produit des sinus, on peut le linéariser et l'écrire sous forme d'une somme ou différence entre cos oméga p moins n oméga 0 t et cos oméga p plus n oméga 0 t. Donc, propriété trigonométrique, transformation de somme de produit de cosinus et sinus en somme de cosinus.
ça nous donne YT égale à J0M cos oméga pt plus A somme de J indice N de M cos oméga P plus N oméga 0T plus grand A somme de moins 1 la puissance N J indice N M cos oméga P moins N oméga 0T. Alors c'est quoi les coefficients J indice N de M? Donc ils sont issus des coefficients de Fourier AN BN. J indice N de l'indice M égale 1 sur pi, somme de 0 à pi, cos nt moins m sinus t dt, égale somme de p égale à 0 à plus l'infini de moins 1p sur factoriel p, factoriel n plus p, m sur 2 à la puissance de p plus n. Donc ces coefficients s'appellent les fonctions de Bessel de première espèce. Donc à l'origine, c'était utilisé pour l'astronomie, mais là on trouve une application en télécom. Il y a une relation de récurrence entre les coefficients J indice N. Donc Jn plus 1, c'est 2n sur petit m Jn moins Jn moins 1. Donc un J dépend des 2 J précédents. Il y a aussi la relation de Parseval normalisée J0 carré plus 2 fois somme de n égale à 1 plus infini de Jn carré égale 1. Donc il y a des tableaux qui donnent les coefficients J indice N lorsqu'on connaît l'indice de modulation. Donc voilà, à partir de cette décomposition, on peut tracer le spectre du signal YT. Mais avant, regardons la forme des Jn. Donc ce sont des sinusoïdes amortis. Donc là, Jn en fonction de m. Donc ce sont des sinusoïdes amortis. Et lorsque l'indice progresse, les Jn décroissent vers 0. Donc voilà un exemple de tableau qui donne les valeurs des J en fonction de l'indice. Par exemple, pour m égale 0, seul l'indice J0 égale à 1. Il n'est pas nul, les autres sont nuls. M égale 0,25. Vous avez J0 égale 0,98, J1 égale 0,12. Les autres sont nuls, etc. Bande occupée par le signal FM. Donc là, on trace le spectre du signal Y. Bien sûr, on multiplie par 2, puisque c'est une représentation monolatérale. Donc à la fréquence Fp, on a AJ0. Et puis aux fréquences Fp plus NF0 et Fp moins NF0, on a la même amplitude AJ indice N. Voilà donc la forme du spectre du signal FM. Alors, quelle est la bande occupée? Il y a une règle qui s'appelle règle de Carson. B égale 2 fois l'indice de modulation plus 1 fois F0. Donc la bande occupée par le signal FM est comprise entre deux fréquences, la porteuse plus M plus 1 F0 et la porteuse moins M plus 1 F0. Ou encore, on peut écrire B égale 2 fois delta F plus F0, delta F étant l'excursion de fréquence, puisque delta F égale M fois F0. Exemple, réception radio FM. En général, c'est entre 88, 87 mégas jusqu'à 108 mégas. Donc la réception radio FM. La bande totale allouée
aux ondes FM, donc, et 20 mégas, 108 moins 88. Donc si on alloue à chaque station FM une bande de 150 kHz, donc on lui impose une largeur de 150, ça veut dire une excursion à droite, à gauche de 75 kHz, pour ne pas interférer avec les stations adjacentes. Donc 20 mégas divisé par 150 kg, c'est à peu près 133 stations possibles. Donc avec cette exigence commerciale B égale 150 kg alloué à chaque station, on peut émettre jusqu'à 133 radios FM. Les modulateurs FM, bon, il y en a plusieurs. On regarde un exemple de modulateur FM. Alors donc on a un signal XT quelconque à émettre. On lui rajoute, donc il y a un additionneur, on lui rajoute une tension ou une composante continue V0, qui est un point de fonctionnement. Donc la sortie sera une tension qui fonctionne autour de V0 et dont les variations sont constituées de XT. Donc V0 plus XT va attaquer un VCO, un oscillateur commandé par tension. Ça veut dire sa sortie a une fréquence qui dépend de la tension d'entrée ou tension de commande. Donc là, on a fabriqué un signal modulé en fréquence. Sa fréquence sera YT. Le signal modulé FM YT possède une fréquence dépendant linéairement de X à émettre. Donc la fréquence de YT varie en fonction de la tension de commande autour d'une tension de fonctionnement, la composante continue V0. Donc en rouge, c'est la fréquence qui est une droite et qui dépend linéairement de l'indice de modulation petit m. Donc la pente dépend de petit m. Le démodulateur FM, il y a aussi une panoplie de démodulateurs FM. La majorité des démodulateurs FM possèdent une fréquence fixe qu'on peut appeler fréquence intermédiaire FI. Comme ça, ils peuvent servir aux réceptions FM possédant plusieurs porteuses FP. Donc on ne va pas fabriquer un démodulateur FM pour chaque station radio par exemple qui possède une porteuse donnée. Donc on doit opérer un recalage de la porteuse vers la fréquence intermédiaire qui est fixe, qui est liée au circuit démodulateur FM. Donc le signal de fréquence FT égale FI plus MX arrive, il attaque un circuit accordé sur FI, un circuit RLC. Donc accordé sur FI, ça veut dire qu'il résonne, la fréquence de résonance égale à FI, fréquence intermédiaire. Après, il y a un multiplieur et un filtrage passe-bas de fréquence de coupure négligeable devant FI pour extraire MXT. Donc ça, c'était un exemple de démodulateur simple FM. Pour les détails du fonctionnement, vous pouvez consulter des références en électronique des télécoms ou électronique des démodulateurs FM. Donc regardons le schéma synoptique d'un récepteur radiofréquence FM en général. Donc à la réception, on a une antenne
accordé sur la gamme de fréquences FM. À l'entrée, il y a un amplificateur radiofréquence pour amplifier les signaux FM qui arrivent, bien sûr, affaiblis. Il ne faut pas oublier que le signal FM possède une amplitude constante, donc il est altéré par le canal. Après, on a un mélangeur, c'est-à-dire que la sortie de l'ampli radiofréquence attaque un organe qui mélange la fréquence instantanée qui contient l'information avec l'oscillateur local FP. Donc là, l'oscillateur local FP, c'est quoi en pratique? Lorsque vous tournez le bouton de votre radio-récepteur, vous êtes en train de choisir la fréquence porteuse ou encore la station. Donc l'oscillateur local FP, il est choisi par l'utilisateur. C'est lorsque vous êtes en train de chercher la station que vous souhaitez. Donc la fréquence FP et le signal souhaité attaque le mélangeur et fabrique une fréquence intermédiaire. Donc c'est la fréquence sur laquelle va travailler le récepteur et qui sera démodulée. Donc il y a le filtre FI qui extrait uniquement la fréquence intermédiaire issue du mélangeur. Après, il faut amplifier ce signal autour de la fréquence intermédiaire. On fait une limitation. Donc le limiteur, c'est un organe circuit électronique. Voir le détail, fonctionnement du limiteur dans circuit des télécoms. Et juste après, donc, on démodule pour extraire la fréquence instantanée qui contient le signal audio qui a été émis par l'émetteur. Et puis, on opère une amplification basse fréquence, c'est-à-dire on amplifie le signal audio qui a été émis à l'origine. Et ça va au haut-parleur. Voilà, c'est un schéma type d'un récepteur radiofréquence. Je vous remercie. Alors, la prochaine playlist, donc je compte faire des vidéos sur des exercices en télécommunication, donc transmission de l'information numérique, analogique.